Donc là maintenant, on va ouvrir le fichier de robot, donc le Darwin MQH, dans lequel on va ajouter 2-3 bricoles. Parce que pour l'instant, on a fait les paramètres, mais il ne peut pas compiler, hein. Alors ici, bon, vous avez vu que j'ai rajouté maintenant l'historique, hein, donc si vous n'avez pas fait ça sur les versions précédentes, allez-y. Alors qu'est-ce qu'on a là? On va ajouter dans les includes, donc on va ajouter l'inclusion du fichier paramètres. Première chose à faire. Ensuite, on va créer l'objet des paramètres. Pareil, hein, je mets toujours en majuscule, vu que c'est des objets qui sont statiques. Permettez-moi de les repérer sans problème. Ensuite, écoutez, pour l'instant, on va faire que ça. Et on va compiler. Donc, je vais dans MQ4, je compile. Et là, on doit avoir des erreurs. Effectivement, j'ai 2 erreurs normales, vu que j'appelle des fonctions qui n'ont pas été créées. Il dit fonctions non trouvées. Et par contre, là, j'ai une conversion implicite. Pourquoi? Ah oui. Non, bah ça c'est normal. Vu que le get répertoire file il n'est pas connu, pour lui, il ne connaît pas exactement la valeur et le type de la donnée retournée. Donc c'est une fausse erreur en fait. Les vraies erreurs, elles sont là, hein. D'ailleurs, on va tout de suite les faire, comme ça on sera débarrassé. Donc j'ouvre le fichier tool qui contient donc nos différents outils. Donc là, comme tout à l'heure, hein, vous avez de l'historique maintenant. Donc je vais ajouter mes deux lignes ma ligne d'historique en passé à V3. Ajout des fonctions pour les répertoires, donc le contrôle du nom et l'extraction du nom de répertoire pour accéder au répertoire file de MetaTrader. On va être tout au bout. Alors, on a une première fonction qui est le contrôle du nom du folder. Donc, on va vérifier la validité d'un nom de répertoire. Et puis là, je vais ajouter un petit truc que je n'ai pas forcément montré tout à l'heure. C'est une option. Je verrai si je la garde, mais pour l'instant, je la mets. Une option pour vérifier si on veut avoir le backslash à la fin du nom de répertoire. Dans certains cas, je pense que ça peut être utile pour l'imposer. Mais bon, on verra, on verra. Je vais le faire et puis éventuellement on pourra le virer ou le laisser. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, par défaut, je le contrôle pas. Donc, si on l'a pas, c'est pas gênant. Alors là, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je reprends quelque part. Donc là, je vous mets le code directement et puis on va commenter. Je reprends quelque part ce qu'on a vu dans les logs. Dans les logs, quand on faisait la config, on vérifiait aussi que le nom était inférieur à 2 et qu'on avait un backslash à la fin. Bah, là, je fais pareil. Donc, par défaut, je vérifie. Si le nom du répertoire est inférieur à 2, je pense qu'il y a une erreur. Donc là, je retourne faux. Et par contre, si je vérifie le backslash, donc si cette variable est mise à true, à ce moment-là, je vérifie aussi que dans la chaîne, dans le nom du folder, j'ai bien au moins un backslash à la fin. Alors toujours double backslash, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un méta-caractère. Donc on doit faire un anti-backslash pour rentrer le caractère qu'on veut tester. C'est particulier. Voilà, là c'est pas 2 caractères qu'on va tester, c'est bien un seul caractère. C'est pour ça qu'ici, j'ai bien un ici. Et pareil, j'ai un là aussi. Parce qu'en fait ça fait un caractère, c'est le backslash. Donc si je contrôle et qu'il n'est pas présent, voilà, si le dernier caractère n'est pas égal à ça, à ce moment-là, je dis que c'est une erreur. Et dans les autres cas, bah, écoutez, le nom est correct. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième, alors vous allez voir un peu un truc particulier là, c'est un poil technique hein, ce que je vais vous montrer. Alors, la récupération du répertoire file. Alors, ici, on a une information MQL info tester. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, je récupère avec la fonction MQL info integer un paramètre ici. Je clique ici. On a tout plein d'informations que l'on peut récupérer. Moi, ce que je veux, c'est savoir si je suis en test ou pas en test. Voilà, MQL tester. C'est un booléen et c'est un flag, donc du coup, qui nous retourne si on est dans un traitement de test. Donc si on est en backtest. Ça, c'est très important parce que quand je récupère ici le terminal info-string, pareil, hein, je vous le montre aussi, hop, ici. Donc ça retourne la valeur qui correspond à l'environnement du programme MQL4. Alors c'est pareil pour MQL5. Et donc ça retourne une chaîne de caractères. Mais attention, il y a un paramètre ici. Et ce paramètre est ici. C'est ça qui nous intéresse. On veut le chemin, ça veut dire un chemin, le chemin des données du terminal.
L'anglais, ça se lit à l'envers. Donc là, ça va vous donner le chemin des données du terminal. Donc le répertoire file. Je crois qu'il y a un exemple derrière qui montre. Donc là, attention, dans les exemples, là, il y a une bêtise. En fait, ils ont mis du copier-coller entre les deux, là. Le datapass n'est pas du tout là. C'est le chemin avec ici, là, c'est comme là, il y a user, all, app data, roaming, metacode, terminal. Sauf qu'ici, on n'a pas le common. C'est tout bêtement le nom de l'installation. Voilà, donc là, il y a une connerie. Attention à ce que vous lisez. Des fois, il faut faire gaffe quand même. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je récupère donc le nom du répertoire de data, donc le données. D'ailleurs, je vais vous en montrer un, tant qu'à faire. Ça évitera de dire des bêtises. Voilà, donc vous voyez, quand j'ai fait ici fichier, ouvrir dossier des données, donc c'est bien le data pass, il nous va directement dans ce répertoire-là. Donc il y a le chemin entier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si on le verra complètement. Si, voilà. User, app, roaming, metacode, etc., etc. Et donc ici, après, vous pouvez aller, à partir de là, dans les répertoires techniques de MetaTrader. Sauf que, évidemment, si vous êtes sur MT4, après, il faudra aller dans MQL4. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis une constante. Parce qu'ici, si je suis en test, ok, c'est dans testeur. En fait, on va là-dedans. Testeur. Et on va dans File. Et ici, on a tous les fichiers comme si on avait écrit là-dedans. Par contre, si on est en normal, on est bien ici, mais on doit aller soit vers MQL4 ou MQL5. Je vais vous montrer comment on crée cette constante. Et puis ensuite, on va dans File. Donc on va dans MQL4 et on va dans File. Et là, on a nos différents répertoires, dont le Darwin, bien sûr, qui sert au robot. Alors, ici, ça, c'est une constante qu'on va créer qui va être adaptée si on est MQL4 ou MQL5. Et ça, je vais le mettre dans type. Donc ça, c'est une constante qui est, on va dire, globale à l'applicatif. Et donc, on va le mettre ça dans un fichier particulier qu'on va l'appeler type. Donc, on va créer là un nouveau fichier. Oui, un fichier d'include, ok, très bien. Alors, il sera, oui, là-dedans, pourquoi pas. Et on va l'appeler type. Voilà, alors tout ça, je m'en cogne. Moi, je vais vous mettre celui-ci. Voilà. Donc là, c'est un fichier qui va regrouper les constantes, les énumérés et les structures. Voilà. C'est tout ce qui est vraiment général. On n'est pas du tout sur du spécifique du robot, là. Attention. Donc là, j'ai trois informations. J'ai les constantes, les énumérés et les structures. Pour l'instant, ils sont vides, sauf la constante. Parce que dans la constante, j'ai ma fameuse constante répertoire MetaTrader. Si on est en MQL4, ça sera backslash MQL4 backslash. Et si on est MQL5, bien sûr, c'est l'autre. Donc voilà, et ce qui fait qu'ici, ça sera connu et on aura automatiquement le chemin vers MQL4 ou MQL5. Ça, c'était les tools et ça, c'est les types. Alors les types, on va quand même les mettre dans le Darwin. On va l'intégrer quand même. Ici, on va faire du copier-coller, tac tac, avec ici type. Voilà, donc là j'ai mes fichiers, c'est bon. Le tool, j'ai mes deux fonctions qui ont été ajoutées. La constante est dans les types. Écoutez, là on n'est pas trop mal. On va essayer de voir si ça compile. C'est quand même mieux. Donc, je reprends le contenu. Donc là, on a la fonction qui contrôle le nom du folder et la fonction qui extrait le nom du chemin complet vers les données. Ça, c'est très très important, ça nous servira. Dans les types, on verra, on va l'agrémenter au fil de l'eau parce qu'il y a des types qui seront utilisés non pas purement pour le robot, mais pour tous les logiciels que vous pourriez avoir à faire. Les paramètres, pour l'instant, c'est fini. Le Darwin, j'intègre ça, je crée, et après, on a onInit et tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, on va enrichir quelque part les logs qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, je vais ouvrir les logs et on va ajouter d'autres bricoles. On va faire quelques changements là-dedans, on va le faire un peu évoluer. Donc on était jusqu'à la V4, maintenant on va faire la V5 dans laquelle on va donc changer l'interface config. Alors vous allez voir pourquoi. Et puis on va extraire le nom du folder, ça va être utile, vous inquiétez pas. Alors ici, j'ai différentes fonctions. Entre autres, j'ai la config qui est ici.
config, c'est bien, mais vous voyez, je ne faisais aucun retour. C'est qu'en fait, automatiquement, je rentrais dedans, je configurais le nom du folder, vrai, faux, on s'en fout, quelque part, et je sortais, enfin, rien, aucune information. Donc du coup, j'avais aucun moyen de savoir si le nom du folder qui était passé en paramètre était correct ou non. Et là, je vais changer, on va sortir une information qui sera utilisée par le robot après. Et du coup, je vais aussi faire comme j'ai fait pour les paramètres. Je vais aussi sortir le nom du folder qui va être utile pour les logs. Pourquoi? Parce que le robot va gérer des logs et va écrire ça dans un fichier. Sauf que si on n'indique pas à l'utilisateur où se trouve le fichier des logs, il est un peu à poil quand même. Il sait qu'il y a un fichier quelque part avec des informations très intéressantes pour lui, mais il ne sait pas où. Donc là, on va lui fournir ça, ça devrait lui plaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans la config, donc on descend dans la partie config, ici. Alors, config, donc le paramètre, donc là on n'avait aucun paramètre en sortie, maintenant j'en ai un. Ici, je mets bool pour dire que la sortie est un booléen. Alors, le nom du fichier, voir s'il est correct. Vous voyez, ici, c'est exactement, ou en grande partie, le code que j'ai mis dans l'outil, ici, dans le tool. Et attendez, je vais vous faire un affichage particulier. Voilà, donc là, les logs sont à droite, et les tools sont ici. Et si vous regardez bien, le contrôle non folder qu'on a ici, et le traitement qu'on avait là, c'est très ressemblant. La seule petite différence, c'est qu'ici, on avait du texte, et ici, maintenant, on a juste un retour vrai ou faux. Donc, quelque part, si les noms est mauvais, ben, en fait, on saura juste qu'il est mauvais, mais on s'en fout quelque part de savoir le détail vraiment très très précis. Alors là, on va lui dire ça. On va lui dire, bah, maintenant, on va vérifier le nom. Donc ça, je vire le commentaire. Et on va dire, bah, si le nom du folder n'est pas correct, ici, on fait un print avec le warning et tout ça, et on fait exactement pareil. Là, le double slash fonction, enfin double underscore fonction, double underscore, ça donne le nom de la fonction ici. Ça va vous sortir ça comme chaîne de caractères. Ça évite de l'écrire en dur comme on avait avant, où on avait le risque de, si on changeait le nom ici, ben, de ne pas avoir le nom cohérent. Donc ça, on va le faire d'ailleurs partout ailleurs, parce que vous verrez, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vais vous montrer ça directement dans les paramètres. Donc là, je reviens dans les paramètres, on va faire pareil, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Donc je fais double clic, contrôle, et ici, donc, blablabla, donc on s'en fout, il n'y en a rien. Vous voyez, au lieu de mettre le nom ici de la fonction, c'est paramètres, config, en fait, on fait tout simplement ça. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La seule chose, c'est qu'ici, c'est géré automatiquement par le compilateur. Donc ça vous évite de faire des erreurs de saisie, et on fera ça après partout, il n'y a aucun problème. Voilà. Bah, écoutez, voilà, comme ça on est propre aussi sur les paramètres, c'est nickel. Je sauvegarde. Donc, là, on utilise cette fonction, et du coup, on a ce qu'on appelle de la factorisation. C'est qu'on a un traitement qui est identique entre deux parties de code. Ben, en fait, on l'a mis dans une fonction, ce qui fait que déjà, ça évite les erreurs de copier-coller. Quand on corrige d'un côté, ça évite d'oublier de corriger de l'autre côté, puisqu'en fait, c'est à un seul endroit. Donc là, voilà, donc si le nom du folder est incorrect, je le mets à vide, je retourne une erreur, je mets un print pour dire l'erreur, et bien sûr, si c'est correct, je ne vous cache pas qu'on va le sauvegarder. Donc ça, on sort ça, parce que maintenant il est là. Bon, je vais vous montrer un truc, c'est assez particulier, je viens de m'en rendre compte, tiens d'ailleurs. Là, je retourne vrai, voilà, et comme ça, voilà. Donc, si j'ai une erreur dans le nom du folder, je fais un message d'erreur, je mets le nom du folder à vide, et je retourne faux. Et sinon, j'enregistre. Le sinon, ici, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, ici, je suis sorti de ma fonction. Donc le else, il tombe sous le sens. Donc là, on peut, alors soit vous laissez le else, soit vous faites carrément ça, puisque ça équivaut au else. Donc on sauvegarde le nom du répertoire et en fin de la configuration, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, vous mettez le else ou vous ne mettez pas, c'est pareil. Et ensuite, le get folder, donc hop, je le mets là. J'ai oublié un petit détail.
Alors, je vous remontre dans le fichier des paramètres le getFileName, voilà, il est là, en face. Vous voyez ici, donc ça c'est le nom du fichier complet avec le nom derrière, et ici c'est que le nom du répertoire. Pourquoi? Parce qu'en fait les logs, je vous rappelle que les logs sont construits avec un nom de fichier qui correspond à la date du jour. Donc c'est pas le nom du fichier que l'on veut, c'est vraiment le nom du répertoire qui contient les fichiers. Voilà, donc pareil, hein, c'est le même texte en fait. Si le nom du folder est vide, ça veut dire que c'est pas initialisé ou qu'il y a eu une erreur. Et puis sinon, bah, je dis, alors là c'est fichier de paramètres, mais là c'est fichier des logs, et on extrait le nom du répertoire, comme ici. Pareil, c'est de la factorisation aussi, hein, et on dit le nom du folder, et ici le nom du fichier. Voilà, vous voyez, c'est pareil, et du coup on a une cohérence de traitement entre les logs et les paramètres. Souvent en fait on fait ça, on crée quelque chose, on crée un objet, parce qu'on a pensé cet objet, et puis au fur et à mesure du développement, on se rend compte que cet objet, on peut l'enrichir, ou le modifier légèrement pour être cohérent. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a fait avec les logs. Et je reviens dans Darwin. Alors, Darwin, qu'est-ce qu'on avait ici? Là, je vais pouvoir vous informer de la V4, puisque quelque part, j'avais préparé quelque chose. Alors, la V4, c'est ajout de l'objet des paramètres, ok, et du module des types, ça c'est fait, et contrôle et affichage des informations au lancement du robot. Donc là, je descends, donc on a les types, les paramètres qu'on a ajoutés, ça c'est ici, c'est fait. L'objet paramètre, il est créé ici. Par contre, le onInit, ça va changer. Ici maintenant, le log config retourne un booléen. Alors on va mémoriser toutes les initialisations pour vérifier s'il n'y a pas eu une erreur dans une initialisation. Pour ça, je me crée une variable locale à la fonction, donc qui va permettre de détecter si l'init global est correct. Et ici, je vais tout bêtement dire, ici, je vais initialiser init correct avec la première initialisation d'objet qui est les logs. Donc je vais récupérer dans init correct l'information de la configuration des logs. Du coup, à partir de là, on sait si l'init du robot est correct ou pas. Et ensuite, donc on a fait les alertes, il n'y a pas de retour particulier. Par contre, après, j'initialise le système des paramètres. Alors ici, vous avez cette petite particularité. Ici, c'est un raccourci permettant à C++ de faire des lignes plus courtes à écrire. Le init correct, qui est un booléen, c'est égal à init correct et le retour de la fonction config des param. C'est ça, cette petite chose là, c'est comme si vous aviez fait, et ça c'est un et logique. Alors le et logique, hein, il faut que vrai, enfin, vous avez vrai et vrai, c'est égal à vrai et faux égale faux, faux et vrai égale faux, faux et faux égale faux. Donc la seule condition pour avoir vrai en sortie, donc pour avoir une init correcte, il faut que l'init des logs soit correct et que l'init des params soit correct. Donc à partir de là, on a quelque chose qui est vraiment cohérent avec une vision globale de toutes les fonctions d'init de votre robot. Voilà, donc ça c'est fait, et maintenant je vais faire une fonction qui va être particulière, parce que là pour l'instant l'init on sort toujours succès, hein. C'est toujours cool, sauf maintenant on peut avoir une erreur. Et bien ici je vais créer une fonction qu'on va faire ensemble qui s'appelle validation du contexte, dans laquelle on va passer un paramètre qui est tout bêtement la valeur de l'init de tous les objets qui ont été faits avant. Cette validation du contexte, si jamais j'ai un retour mauvais, à ce moment-là, je crée une init fail, c'est qu'en fait le robot ne s'initialisera pas et ne se lancera pas. Et sinon, sinon l'init est correct. La validation du contexte, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de mettre à l'écran déjà l'information du nom du répertoire pour les logs et le nom du fichier des paramètres, où se trouve le fichier des paramètres. Vous savez pertinemment que si vous avez une init correcte, on va extraire le nom du répertoire et extraire le nom du fichier. Et donc comme ça, on va le montrer à l'utilisateur. Comme ça, il saura repérer où se trouvent ces fichiers. Par contre, rappelez-vous les fonctions, je vous montre l'exemple des logs. Si ce n'est pas initialisé, on a ça comme message. Le répertoire des logs non initialisé, ou le fichier des paramètres non initialisés. Et bien en fait, l'opérateur va le voir, enfin l'utilisateur va le voir ce message-là, non initialisé.
Et nous, comme on sait avec ça qu'il y a une erreur d'init, on va demander à l'utilisateur, ok, écoute, il y a une connerie, on continue ou pas? Et c'est lui qui va décider si oui, il continue. Donc on va ici sortir validation du contexte, ben ouais, ok, il a validé. Ou bien dire non, je valide pas, j'arrête le robot. À ce moment-là, on aura init fail. Voilà toute l'histoire de ce qu'on va faire. Alors, ici, on a donc toutes les fonctions init, onTimer, onTick. Ça, c'est vraiment les fonctions natives de MetaTrader. Et maintenant, on va créer, vous allez voir, je me suis fait plaisir. Donc, vous connaissez le mec maintenant, donc vous ne serez pas surpris. On a mis un bon gros titre fonction, parce que ça n'a rien à voir avec les fonctions natives. Et on a donc cette... Hop là, pardon, j'étais un peu vite. Et on a donc cette fonction qui récupère les informations des objets log et param pour que l'utilisateur les valide ou ne les valide pas. Alors ici, on va utiliser différentes choses. On va déjà créer... Alors, je vous fais les choses au fur et à mesure pour pas trop vous noyer et avoir des explications vraiment au fil de l'eau. Donc on a un texte qu'on va afficher à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Par défaut, je récupère le getFolder. Donc je récupère en fait le nom du répertoire des logs. Ensuite, ici, c'est pour faire deux retours à la ligne. Le \n, c'est new line en fait. Voilà, ça fait deux retours à la ligne. Et en dessous, je récupère le nom du fichier des paramètres. Avec aussi un petit retour chariot après derrière, donc un petit retour pour aller à la ligne suivante. Et ensuite, ici, le plus égal, c'est comme on a vu tout à l'heure, ça veut dire que j'ajoute dans la chaîne de caractères lText un petit quelque chose. Suivant le résultat ici, donc si j'ai pas d'erreur, donc le résultat est vrai, si c'est vrai, à ce moment-là, je rajoute rien. Par contre, si c'est faux, je dois rajouter un truc avec un retour chariot encore en plus. Est-ce qu'on doit continuer? La fameuse question, doit-on continuer? Pour vous montrer comment on fait un message à l'écran pour l'opérateur. Je vais faire ça, voilà. Alors flagbox, on verra tout à l'heure les détails, c'est des valeurs locales aussi, ici. Alors, suivant la situation, soit j'ai ici, j'ai pas d'erreur. C'est-à-dire que le seul moyen qu'aura la personne, c'est de faire OK. Donc ça sera une information, et puis on va lui dire que la réponse par défaut, c'est la réponse numéro 1. Ça tombe bien, c'est la seule. Ça veut dire que la personne soit va devoir cliquer sur le bouton, ou avec le bouton Enter, ça va prendre la valeur par défaut qui est le OK. Par contre, si c'est une erreur, on va faire des boutons Yes, No, donc oui, non, parce qu'en fait la question c'est doit-on continuer, oui ou non? Donc là c'est une icône de question, on va poser une question à l'opérateur, et par défaut, la réponse qu'on va sélectionner c'est la numéro 2. Si la personne dit Enter, on va automatiquement lui dire on arrête. Parce que le risque, c'est que l'init n'étant pas correct, le robot ne fonctionne pas. Donc, par défaut, on va lui dire arrête. Et tout ça, je vais vous montrer maintenant la finalité de tout ce petit blabla là, ici. C'est MessageBox. Et dans MessageBox, on lui rentre un texte, on lui rentre un titre et on lui rentre les flags, donc les petites informations, les options quelque part pour afficher le message. Et le retour de cette fonction va dans la réponse de la box. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, on va aller voir le référentiel. Voilà, donc on a bien le texte. Ici, c'est l'entête, le header, c'est l'entête de la boîte. Et ici, c'est les flags, où on a une certaine quantité de flags. Alors, ici, je vais vous trouver les flags optionnels. Donc là, vous avez par exemple le OK avec un message par défaut qui est OK. D'ailleurs, je l'ai mis MB default button, mais pas trop de sens parce que par défaut, il n'y en a qu'un. Donc j'aurais pu le retirer ça. Ensuite, vous avez des OK cancel, ça veut dire que vous pouvez annuler les choses. Et ensuite, vous avez ici abort, retry, ignore, ici yes, no, cancel, yes, no, retry, cancel, retry, try again, continue. Vous avez pas mal de choses. Ici, vous avez différentes choses aussi, les icônes qu'on peut mettre sur la box. On peut avoir un truc de stop, un petit logo stop ou erreur.
une main aussi, une question, exclamation, warning, information, astérisque. Pas mal de choses. Et ici, on définit 4 choix possibles pour forcer la valeur par défaut. Donc bouton 1, 2, 3 ou 4. Avec ça, vous savez maintenant comment construire une fenêtre d'affichage à l'écran directement. Et qui est gérée par MetaTrader. Donc c'est pas vous qui le faites. Maintenant, le int, ça contient le message en sortie. Donc là, on l'a ici. Si la fonction est traitée de façon correcte, en fait, succès, la valeur de retour est une des valeurs suivantes. Et là, on regarde. Et donc, on a plusieurs résultats. On a le OK, le cancel, le abort, retry, ignore, yes, no. Voilà, on a toutes les valeurs. Nous, ici, on va pouvoir traiter ça. Alors, comment on va traiter ça? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Le seul cas où on renvoie faux pour dire on arrête le traitement, c'est si on a cliqué sur non. C'est-à-dire continuer, non. Dans ce cas, OK, on continue. Dans ce cas, yes, on continue. Par contre, no, on arrête le robot. Donc à ce moment-là, je lui dis, écoutez, si la réponse c'est no, je vous remets le document. Voilà, si c'est no ici, le bouton no est pressé, à ce moment-là, on retourne faux. Dans tous les autres cas, on retourne vrai. Ça, c'est utile surtout quand on démarre un logiciel pour valider les différentes choses et pour informer. Il est clair qu'en cours de fonctionnement, une message box, ça n'a aucun sens. On pourrait le mettre éventuellement dans des indicateurs parce que vous êtes devant l'écran. Et encore, un indicateur, ouais, si, pourquoi pas. On peut faire aussi ça quand on a un robot manuel. C'est qu'en fait, le robot détecte un truc, il informe à l'écran et on dit yes, no. Par exemple, tu ouvres la position ou tu fermes la position. Ça va être une solution. Voilà. Mais attention, le robot là qu'on va faire, il est vraiment autonome. Donc ça, c'est bien au début pour valider le contexte et puis surtout fournir les chemins des différents fichiers. Mais en activité, ça ne sera pas la peine. Bon, écoutez, voilà, donc on a modifié les logs, on a fait cette fonction, on va recompiler voir si ça marche quand même. J'ai fait une bêtise, effectivement, il est en doublon. Allez, compile. Ah, ça marche. Bon, c'est cool. Donc nous voilà sur la plateforme MetaTrader 4, donc le robot est ici, je le glisse, donc j'ai toujours les paramètres, des alertes. Je fais OK, c'est pas très important. Et voilà la petite fenêtre que je vous ai indiquée. Donc là, on a bien le répertoire des logs, 2 points avec le chemin complet. Vous voyez le petit logo information, avec le petit titre aussi, les fichiers. Donc là, on a le chemin complet avec C jusqu'à Darwin. C'est bien là où on va mettre les logs. Le fichier de paramètres, c'est tout ça avec le Darwin et le fichier param.dta. Alors, on ne peut pas redimensionner la fenêtre. Voilà, malheureusement. Et donc là, j'ai un seul bouton disponible, OK. Et en faisant ça, si je vais dans l'information bas de l'expert, il me dit, voilà, Darwin initialisé. Aucun problème, le robot est bien parti. Ça, c'est sur MetaTrader 4. Ensuite, on va créer quelque chose. On va lui forcer une erreur. Donc, je vais dans éditeur de langage, dans la config, et bien c'est simple, ici, je vais juste configurer en faisant un... Eh bien, je vais mettre ça. Je vais tout bêtement lui dire, par défaut, voilà, c'est faux. Le folder est vide et le retour est faux. Donc là, je compile. Voilà. En arrière-plan, il a relancé le robot. Et vous voyez que là, on a toujours le même titre, les fichiers. Par contre, l'icône a changé. C'est un point d'interrogation. On a bien une information comme quoi le répertoire des logs est non initialisé. Et la question, doit-on continuer? Et par défaut, la réponse est non. Si je lui dis non, ici, donc le robot, il est forcément pas initialisé. Et si je regarde ici, expert Darwin est retiré. Il met un temps fou là pour virer le petit truc là, mais sinon voilà. Ça veut dire qu'on a bien une erreur. Voilà, on a une erreur d'initialisation avec initialisation fail. Vous voyez, on a 1, 2, 3 informations pour dire attention, là, il y a une erreur. Si je relance le robot, non, forcément, l'erreur est toujours présente, et je lui dis oui, tu continues, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, il initialise le robot. Sauf qu'il n'enregistrera aucun log. Voilà, ça c'est pour les erreurs sur les logs. Donc je retire ça, je retourne dans l'éditeur.
Donc là, les logs, on va dire qu'il est tout bon. Par contre, j'ouvre le include Darwin paramètres et on va faire la même chose pour les paramètres. Donc, hop, je vais lui forcer ça et lui dire que le retour est faux. Voilà, je compile, j'ai pas d'erreur, nickel. Ensuite, je retourne sur la plateforme, je lui glisse le robot, et là, il me dit donc les logs, nickel, hein, ça marche. Par contre, fichier de paramètres non initialisé. Et pareil, doit-on continuer? Bon, je vous fais pas le coup du yes et du no, hein, enfin du oui-non, parce que de toute façon c'est pareil, ça a la même fonction, enfin la même réaction que si on avait les logs KO. Mais en tout cas, on a vérifié que les deux informations, aussi bien pour les logs que pour les paramètres, sont bien pris en compte et sont bien gérées au niveau de l'affichage. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais faire avec vous la migration vers MQL5 et on va tester sur MQL5 aussi. Alors déjà, je vais quand même corriger, hein, parce que voilà, donc les paramètres, je vire ça, que je compile. Si Darwin, je compile, nickel. Ensuite, je vais sur l'outil que je vous ai montré, là, qui permet de synchroniser. Ah, ça permet de synchroniser donc entre MQL4 et MQL5. Donc je fais ça, je vais là, je fais exécution. Là, donc il me dit, il me conseille de mettre tous les fichiers récemment modifiés vers MQL5, copiés vers MT5. Donc effectivement, on va l'exécuter. Nickel. Ensuite, j'ouvre l'éditeur de MQL5, je le compile, ça compile correctement. J'ouvre ma plateforme MQL5. Bon, là, vous avez un marché, bon, ok, hein, ça vaut ce que ça vaut. Le Darwin, je le glisse. Donc, données d'entrée, toujours pareil, hein. Je fais OK. Et bien là, ça marche. Ah, voilà, je me disais, mince, il a mis du temps à mettre le message. Alors, il a mis du temps avec le message. Ça a peut-être un sens. Alors, c'est vrai que MetaTrader 4 et 5 n'ont pas les mêmes réactions au niveau de l'affichage. Là, c'était très très long et c'est peut-être normal. On va voir ça. Donc bref, là, on a donc pareil le chemin avec Darwin et ici param.dta. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vais refaire un essai en retirant donc les experts. Je supprime l'expert. Ça va refermer. Alors, et je relance le truc parce que ça me paraît bien long l'affichage. A few moments later. Très très long l'affichage. Donc là, j'ai un souci. Alors pourquoi? Parce que MetaTrader 4, lui, quand on fait un affichage, il le fait automatiquement. Alors, c'est génial, hein, c'est très réactif. MetaTrader 4 est vraiment très réactif. Le problème, c'est que MetaTrader 5 n'est pas du tout pareil. MetaTrader 5, c'est vous, dans le programme, qui lui dites si on doit rafraîchir ou non l'écran. Voilà, on n'a pas toutes ces facilités de MT4. Bon bah écoutez, là je trouvais que l'affichage était très très long dans dans MT5. Effectivement, c'est très long par rapport à MT4. Là, il parle de thread et tout ça, il y a des trucs particuliers. Mais ils mettent un exemple, et dans l'exemple ici, je vois absolument rien qui permet d'afficher plus rapidement. Vous voyez, il y a ici une message box, et il n'y a rien du tout devant qui permet d'exécuter rapidement la box. Donc, je pense qu'il va falloir faire avec. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a des indicateurs en même temps? C'est possible. J'ai testé, j'ai vérifié tout ça. Voilà. Je vais relancer, voir, mais c'est très très long, c'est étonnant quand même. Ouais, ok, c'est bon. Alors, là, c'est intéressant. Vous voyez, je découvre avec vous, mais quand on a des indicateurs marqués, c'est marqué hein, dans le mode d'emploi, hein. Bon, après, il faut lire entre les lignes, mais c'est marqué ici. La fonction ne peut pas être utilisée pour des indicateurs personnalisés car l'appel de message box suspend le thread d'exécution. Il doit y avoir un thread. Alors, un thread, c'est une tâche de fond hein, qui tourne régulièrement. Donc, pendant tout le temps, dans un seul thread. C'est pour ça, donc du coup, suspension, rend le fonctionnement de tous les graphiques de symboles impossibles. Donc, il doit y avoir un effet. Il doit y avoir un effet quand vous mettez des indicateurs en même temps que le robot. Puisque là, on l'a
J'ai viré tous les indicateurs et la réaction était rapide. Et si je recommence quand même pour vérifier, alors si c'est pas un fait du hasard, mais c'est quand même plus rapide qu'avec les indicateurs marqués. Ok, bon bah écoutez, là, une particularité MT5. MT4, vous n'aurez pas ce problème. MT4, c'est hyper rapide et réactif, mais si vous êtes sur MT5 et vous avez donc un robot sur un graphique où vous mettez en même temps des indicateurs, ben, ce message va mettre du temps à apparaître. Donc c'est pas forcément top. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que là, je fais ça, ben, la vidéo, j'attends le dimanche, donc les marchés sont fermés. Peut-être, et ça c'est important, peut-être que le marché étant fermé, le thread est très très long pour rafraîchir l'affichage. Si vous avez un marché qui est dynamique, avec de la volatilité, donc avec des échanges régulièrement, donc avec un affichage qui est rafraîchi régulièrement, peut-être que l'affichage du robot sera aussi plus rapide, puisqu'il sera lié directement à l'activité de l'affichage du marché. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien, mais pourquoi pas. L'autre solution, c'est qu'on peut faire potentiellement un traitement cyclique avec le timer. On a une fonction de timer, on timer, pardon, qui permet de faire un traitement et qu'on peut décider de faire tous les 500 millisecondes, par exemple, ou toutes les 100 millisecondes. Attention, ça bouffe du temps. Et du coup, là-dedans, faire un refresh de l'affichage. Ça veut dire, alors, mais mettez pas ça à 100 millisecondes. Déjà, 500, c'est très très bien. Vous pouvez avoir un système comme ça où, juste avant de faire votre message box, vous indiquez un petit booléen dans votre fonction qui dit rafraîchis-moi l'affichage. Et automatiquement, votre fonction de timer, donc cyclique, va dire si j'ai ce booléen, je rafraîchis l'affichage. Et dès qu'après le message box est fini, vous dites ne rafraîchis plus l'affichage automatiquement. Et du coup, votre fonction de traitement cyclique ne fera plus rien. Ça peut être une solution. Ça sera à vous de voir. C'est une solution intéressante, mais c'est à vous de voir parce que ça prend de la charge de calcul et il faut voir si c'est vraiment utile. En tout cas, voilà, on a vu un delta sur MetaTrader 5, c'est très bien d'avoir testé. Du coup, j'ai découvert un truc aussi. Bon, bah écoutez, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ça compile sur MT4, sur MT5. Les informations cohérentes. On a une base de l'objet paramètre. Et c'est bien, on a bien bossé. Encore une belle vidéo, ça. La prochaine fois, on va attaquer dans le dur. On va attaquer vraiment sur le côté lecture du fichier avec gestion de l'extraction. Alors, basique, parce que vous verrez qu'après, il y a du traitement, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse avec mon collègue devant le tableau là, pour vous dire ce qui va se passer derrière. Ciao, à plus. Bon voilà, l'épisode 8 est terminé. Vous avez vu, c'est pas très très compliqué. La chose la plus importante qu'on a vue, c'est quand même le contexte. Bon, même si la création des paramètres en fait était important aussi, parce que ça va nous occuper pendant quelques épisodes derrière. Vous avez vu, on a vu le côté, on va préparer donc le genre de scan du fichier paramètres, après on va l'extraire les données qui sont dedans, et vous allez voir après le nombre de fichiers, enfin de fonctions qu'il va y avoir à faire pour gérer chaque paramètre, ça va être assez lourd. Donc ça c'est dans les épisodes suivants, on va y aller à fond. Les contextes, je reviens sur les contextes, c'est hyper méga important. Et chaque nouvelle fonction qu'on va apporter, ou chaque épisode où on aura l'occasion d'améliorer cette vision des contextes, on va le faire parce que c'est hyper important que l'opérateur, donc la personne qui est devant le robot, sache le plus tôt possible où sont les informations qu'il a besoin de savoir. Typiquement là, on a vu pour les logs, pour les alertes. On verra aussi peut-être pour d'autres choses, pour être sûr que le robot fonctionne et que quand on lance le robot, on n'a pas à être inquiet. C'est vraiment quelque chose de très très important. Bon, pour l'instant, on a vu donc le démarrage de la classe des paramètres. On va avoir le 9, le 10, le 11, le 12. Il y a pas mal d'épisodes derrière qui vont suivre, qui vont vraiment étoffer les paramètres. C'est une des choses aussi, pareil, très importantes, de pouvoir régler son robot sans forcément être obligé de l'éteindre et de le rallumer. Voilà, donc ça c'est pour l'épisode 8. Donc si vous avez besoin de télécharger les sources, parce que bon, vous avez moyen, ce que je vous montre sur YouTube, de pouvoir faire des arrêts sur image et de recopier ce que je vous montre, vous avez exactement la même chose sur mon site. Vous avez différents lots qui correspondent aux épisodes, et vous avez tous les lots que vous pouvez télécharger. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Autre chose importante,
Le formalisme des vidéos, j'essaie d'être le plus détaillé possible. Ça peut être lourdingue pour ceux qui savent. Dites-moi en commentaire si ce format vous va, si vous voulez plus de détails ou si vous voulez moins de détails. Et j'essaierai de faire des choses en fonction de vous. Alors, moins de détails, le problème c'est que ça risque de pénaliser ceux qui découvrent. Et plus de détails, ça risque de faire chier ceux qui savent. Écoutez, hein, on fera un mélange. Voilà, en tout cas, allez-y. Et puis, vous savez, hein, partage, le like. Vous savez aussi que vous pouvez commenter, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez vous abonner parce qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont suivre. On est loin d'avoir encore un robot qui fonctionne. Et alors, je vais vous spoiler un peu, mais après la partie paramètres, on aura un petit épisode sur un outil d'affichage. Et après, on va attaquer le moyen d'intégrer une stratégie. Donc abonnez-vous, ce serait couillon de s'arrêter en si bon chemin. Faites gaffe à vous sur les marchés si vous y êtes. Bon courage pour ceux qui programment. Et puis nous, on se voit dans le prochain épisode. À très bientôt.